Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature, après le conseil d'installation. Donc on va commencer par saluer tous les membres du conseil municipal, les agents ici présents, la retransmission vidéo, la traduction en langue des signes, et puis le public qui est venu aussi aujourd'hui suivre ce premier conseil. On va passer à l'appel. On va d'abord procéder à l'appel. Donc je vais donner la parole à Monsieur Thibaut Maraquin. Qui est là. Il faut que je m'y fasse. Alors, je procède à l'appel. Merci d'indiquer votre présence. Alors, Monsieur Cyprien Richer. Présent. Monsieur Esteban Garcia. Présent. Madame Fatima Descamps. Présente. Monsieur Francis Gosset. Présent. Madame Karine Atinou. Présente. Monsieur Sylvain Rousseau. Présent. Madame Frédéric Briot est excusée et représentée par Monsieur Francis Gosset. Monsieur Émeric André. Présent. Madame Pauline Vandelade. Présente. Monsieur Laurent Renouf. Présent. Monsieur Jean-Pierre Lavierville. Présent. Monsieur Rabat Gomran. Présent. Madame Elisabeth Croquette. Présente. Monsieur Thierry Libard. Présent. Madame Christine Dauquenac. Présente. Monsieur Alain Ouzeau. Présent. Madame Peggy Bauveras. Présente. Madame Marion Cailleret. Présente. Monsieur Christophe Kind. Présent. Monsieur Geoffroy Timeli. Présent. Madame Natacha Pastoukov. Présente. Madame Marie Collinet. Présente. Madame Dorothée Langlin. Présente. Madame Marie Venet est en retard et sera représentée par Monsieur Cyprien Richer. Monsieur Thibaut Maraquin, présent. Monsieur Didier Parsi. Présent. Madame Martine Demis. Présente. Madame Véronique Dolbel. Présente. Madame Christelle Rogue. Bonjour. Proche, pardon. Madame Mélanie Klusman. Présente. Monsieur Maxime Bont. Présent. Monsieur Nicolas Bray. Présent. Monsieur Thomas Favre. Présent. Bien, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir engager cette séance, donc, qui commence par le vote de la secrétaire de séance. Donc je vous propose de désigner Madame Fatima Descamps comme secrétaire de séance. Y a-t-il des remarques? Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Madame Fatima Descamps est donc notre secrétaire de séance. Avant d'engager les délibérations et rappels de décision, je voulais prendre quelques minutes pour m'adresser à vous en ce début de conseil municipal du 7 avril. Ce conseil sera suivi d'un autre conseil le 27 avril pour finaliser le vote des instances et mettre en place les commissions municipales. En effet, il nous est apparu difficile de passer toutes les délibérations, à environ une trentaine ou une quarantaine même, en un seul conseil. Le rythme de la prise de fonction était déjà très soutenu et les services sont déjà très mobilisés. Donc nous sommes toutes et tous déjà pleinement au travail. Ce propos en début de conseil est aussi l'occasion de partager quelques actualités, puisque les délibérations sont parfois techniques et n'indiquent pas toujours les sujets qui animent le quotidien des services. Je voulais d'abord rappeler le souhait que partage la nouvelle équipe municipale d'ouvrir au maximum ces conseils municipaux en accueillant du public d'une part et par la retransmission de nos échanges d'autre part, que nous poursuivrons. Pour ce qui est de l'accueil du public, nous notons bien que la disposition de la salle n'est pas optimale et que cette salle mérite un petit peu de rénovation. Donc c'est un projet que nous avons en tête et qui sera discuté dans les mois à venir avec les services. Parmi les sujets d'actualité, il y a le chantier du pont sur la Deule dans le quartier Quai 22 qui fera l'objet d'un courrier au président de la métropole ces jours-ci pour faire le point sur le projet. Autre sujet en cours, le projet de rénovation des écoles qui est engagé
Plusieurs adjoints, 4 adjoints se sont associés à une visite qui a été préparée par les services que je remercie vivement. Les services, une visite sur des exemples inspirants de rénovation énergétique et de végétalisation de cours d'école. C'est un sujet prioritaire et je voulais juste rappeler ce soir que nous allons y mettre de l'ambition. Et puis enfin, vous informer que nous travaillons pour les prochaines semaines à une feuille de route politique pour bien expliquer et suivre la mise en œuvre de notre projet politique, fixer un cap pour l'action des services que je sais parfaitement attentif et mobilisé. Donc j'y reviendrai régulièrement, on trouvera des modalités d'explication de l'action politique municipale que nous allons mener au cours de ce mandat pour mesurer et observer l'avancement de notre projet politique et vous permettre aussi de mesurer l'engagement qui est le nôtre. Alors je vais passer au rappel de décision qui vous ont été transmis dans votre dossier. Alors, y a-t-il des remarques sur ces rappels de décision ? Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Pas d'observation particulière, juste quelques sujets qui sont revenus et sur lesquels on souhaitait profiter de ces décisions pour avoir quelques éclaircissements sur les positions qui étaient les vôtres concernant quelques sujets qui, à notre sens, concernent et intéressent particulièrement les Andrésiens. Le premier sujet, c'est sur la délibération. Pardon. Ok. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oula, en ce sens, très bien. Le premier sujet, c'est sur les décisions 1112 et 1113 concernant ID-Verde. Donc non pas la décision qui est prise en l'état, mais est-ce que vous pourriez clarifier ici au Conseil votre position par rapport à cette entreprise qui était très critiquée dans le cadre de la campagne électorale d'ailleurs, et sur les retours des uns et des autres sur les espaces verts. Et notamment, notre groupe, dans le cadre de la campagne, avait été particulièrement alerté sur le fait que notre service espace vert était très, très faible, très contraint, 4 fois moins d'agents qu'à la Madeleine, 2 fois moins d'agents qu'à Marquette. Et donc, avez-vous une stratégie particulière sur ce sujet espace vert qui nous semble évidemment une priorité? La décision 1115 concerne la salle Vauquier et on aurait juste aimé savoir si sa rénovation restait pour vous une priorité. On voudrait faire aussi un tout petit éclaircissement sur la 1154 qui nous semble aussi particulièrement importante parce que c'est une décision judiciaire qui concerne la toxi-infection alimentaire. Dans lequel voilà, on a quelques enfants il y a quelques années qui avaient été malheureusement intoxiqués, et rappeler aussi dans le cadre de cette assemblée qu'une décision de justice récente a acté l'annulation de la sanction qui avait été prononcée à l'encontre de M. Gruson, et on souhaitait le saluer ici et s'en féliciter, mais surtout on reste avec des familles qui sont en particulière détresse et on voulait savoir où en étaient les procédures judiciaires sur le sujet. Est-ce que vous avez été sollicité, monsieur le maire ou l'équipe municipale, par les différentes familles, et est-ce que vous envisagez de les rencontrer prochainement? Est-ce qu'il y avait une grosse alerte sur ce sujet-là dans le cadre de la campagne, et donc ça me semble important de savoir où vous en étiez sur ce dossier. Enfin, concernant le centre de sécurité urbain pluriannuel, nous souhaitons saluer le travail qui a été engagé par l'équipe précédente et vous demander, avez-vous aujourd'hui une position claire sur le sujet qui est arrêté, et des évolutions sont-elles prévues, comme on voit qu'il y a des financements qui ont été décidés par l'équipe sortante en fin de mandat. Voilà, donc c'était juste quelques éclaircissements au-delà des décisions qui n'appellent, dans stricto sensu, pas plus de remarques de notre côté. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Effectivement, alors déjà, ces rappels de décision, c'est pas nos décisions, donc c'est des décisions dont nous prenons acte aujourd'hui. Alors, je les reprends une par une. Il y a le sujet de l'externalisation et de nos services espaces verts, avec des procédures d'externalisation qui ont été nombreux en fin de mandat précédent et sur lequel on avait beaucoup réagi. Et donc ça reste un souci pour nous, effectivement, de faire un diagnostic précis des services, de voir comment renforcer leurs moyens et essayer de mesurer quelles peuvent être les pistes de reprise au sein de nos services d'un certain nombre de sujets qui ont été largement externalisés ces dernières années. Donc cette réflexion, elle va être en cours dans les prochains temps. On a commencé à rencontrer les services dès lundi.
On n'a pas du tout une vision générale de l'état des services aujourd'hui. On sait que voilà, il y a certains sujets qui vont être à traiter. En tout cas, on est engagé pour faire le point et pour essayer d'identifier quels peuvent être les leviers d'amélioration et d'amélioration des conditions d'exercice des services et de retrouver aussi de l'efficacité et de faire confiance aussi aux agents qui connaissent très bien la ville. Donc c'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans les prochains conseils municipaux. Sur la rénovation de la salle Vauquier, ça me permet de répéter aussi notre projet politique et notre ambition politique, qui est celle de travailler sur notre patrimoine, de rénover ce qui est déjà là, d'agir sur le patrimoine existant. À l'image de beaucoup de salles et d'équipements publics, on sait qu'il y a une marge d'amélioration et de rénovation qui doit être opérée. Alors on a souvent dit au conseil municipal précédent qu'on était une ville qui était riche sur le plan budgétaire mais assez pauvre par la qualité de ses équipements. Et c'est largement confirmé. Et donc, pour ce qui est de la salle Vauquier, c'est évidemment un projet qui est à l'agenda pour nous, de rénovation de la salle Vauquier. À chaque fois, quand on engage une rénovation, alors il y a le sujet des écoles dont j'ai parlé, mais l'engagement de la rénovation de nos équipements publics nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur l'usage des lieux, sur leur fonctionnalité, sur la qualité de la rénovation énergétique, des économies aussi qu'on peut faire en charge de fonctionnement. Et c'est des engagements qui nous permettent d'avoir des discussions aussi assez intéressantes avec les usagers des équipements publics. Et ces usagers des équipements publics, on a aussi prévu dans les prochains mois de les rencontrer pour essayer de prévoir en fait les mesures d'urgence qui vont être nécessaires à mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir avoir des interventions d'urgence sur des travaux, sur de l'entretien. Et dans les engagements qu'on a pris, c'est aussi de travailler sur ensuite un plan pluriannuel d'investissement qui cible prioritairement la rénovation et l'entretien de nos bâtiments, concerté en dialogue avec les différents occupants des établissements publics. Donc voilà, donc oui, la salle Vauquier, un projet comme celui-ci engagé, évidemment, on poursuit, on regarde et si besoin, on y apporte une ambition supplémentaire, mais globalement, on avance. Sur le sujet de la toxi-infection, là j'ai un peu moins de réponses. Alors, on ne va pas rentrer sur la situation personnelle des familles et des agents. On avait aussi été très marqués sur cet épisode-là et sur la manière de dialoguer avec les différents agents qui ont été concernés et qui se sont retrouvés dans des situations compliquées. Les familles, les victimes qui ont été aussi impactées par ce sujet. Donc voilà, on mesurera effectivement la manière dont on peut avoir un accompagnement dans la limite effectivement d'une action, des actions de justice qui sont en cours et de l'indépendance et de la confidentialité aussi des choses qui sont établies auprès des avocats. Pas de rencontre prévue à ce stade. À ce stade, pas de rencontre de prévu. Non, non. On n'a pas une connaissance suffisante du dossier pour engager une rencontre. Pour le centre de surveillance, centre de supervision urbain pluricommunal. Alors effectivement, c'est des dossiers sur lesquels nous, on a eu une position assez forte au mandat précédent. Je l'ai dit, je vais le répéter ici pour mettre les choses de ma façon très claire. Nous n'aurions sûrement pas engagé ce centre de supervision urbain pluricommunal, qui plus est dans un bâtiment public de centre-ville à Saint-André. Voilà. Nous l'aurions sûrement pas engagé, enfin même très certainement pas engagé. Il se trouve que ce projet aujourd'hui il est engagé. Les travaux ont démarré, donc nous ne sommes pas là pour brusquer les choses ou finalement arrêter les travaux qui sont en cours de route. Donc le centre va être ouvert.
Et du coup, nous, on a choisi de prendre le temps d'analyser les bénéfices, les atouts, les contraintes, le coût et les bénéfices d'un tel équipement pour savoir comment on va l'utiliser dans l'avenir. Et effectivement, on va essayer de tout regarder, tout mettre à plat, et du coup, ça pourra être aussi l'occasion d'en discuter au sein du conseil municipal. On a passé le conseil municipal, notamment avec M. Garcia, au mandat précédent, à demander des comptes sur la vidéoprotection. Il faut savoir que c'est des coûts qui sont souvent assez importants. Nous, on a une certaine... on n'est pas sûr que le résultat soit à la hauteur des moyens qui ont été mis dans la vidéoprotection, et c'est pour ça qu'on se permettra effectivement de regarder de très près si cet équipement remplit ses objectifs. Voilà. Et on le présentera au conseil municipal, et ça sera l'occasion aussi de statuer sur un changement de choix sur ce projet. Voilà, en toute transparence, il me semble avoir répondu à vos questions. Je vous remercie. Nous allons donc poursuivre le conseil. Donc il n'y a pas de vote sur les rappels de décision. Donc on va pouvoir démarrer les délibérations avec une première délibération sur les instances, sur les délégations du conseil municipal au maire. Alors c'est une délibération classique qui arrive toujours en début de mandat. L'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Toutefois, le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre de pouvoirs limitativement énumérés à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, qu'est-ce qu'une délégation de pouvoir ? Une délégation de pouvoir est l'acte juridique par lequel le conseil municipal va se dessaisir d'un ou de plusieurs de ses pouvoirs qui lui sont conférés par la loi au profit du maire. Contrairement à la délégation de fonction, la délégation de pouvoir du conseil municipal envers le maire induit un transfert juridique de la responsabilité et du contrôle de la décision, c'est-à-dire que si l'assemblée délibérante délègue l'un de ses pouvoirs au maire, elle n'a pas à contrôler que celui-ci exécute bien ses missions. Qu'est-ce que le conseil municipal peut déléguer au maire ? L'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit 31 cas dans lesquels le conseil municipal peut déléguer ses pouvoirs au maire. En effet, il n'est pas possible de déléguer d'autres pouvoirs au maire que ceux énumérés à l'article susvisé. En revanche, le conseil municipal n'est jamais tenu de déléguer l'ensemble des pouvoirs visés par le Code. Donc cette délibération a fait l'objet d'un regard assez précis. Alors je ne vais pas lire les 31 cas de délégation au conseil municipal. C'est des documents qu'on peut retrouver en ligne et que vous avez eu dans vos dossiers. Nous avons fait des choix dans ces délégations, sachant qu'on est attaché à ce que tous les pouvoirs ne soient pas délégués au maire et qu'on puisse garantir... pour les sujets les plus importants, un espace de débat au sein du conseil municipal. On a choisi de retirer 4 articles sur les sujets liés au portage. On a choisi de retirer 4 articles sur les 31 cas, donc 4 articles qui ne seront pas délégués au maire, notamment sur des sujets liés au portage foncier et aux zones d'aménagement concertées. Donc globalement, pour faire simple, sur des projets d'une ampleur assez importante, donc qui ne nécessitent pas que le maire s'en saisisse directement et qui peuvent faire largement l'objet de débats au conseil municipal, et sur une modalité de participation du public sur des grands projets. Et puis, donc, on a conservé 27 articles et on a précisé les seuils sur 8 articles. Alors, soit des seuils qui ont été clarifiés, qui l'étaient assez peu précédemment, soit des seuils qui ont été rendus plus restrictifs pour aussi garantir un transfert de pouvoir au maire dans un cadre bien précis.
Donc ce travail-là, qui est un peu fastidieux, nous permet de vous présenter cette délibération-là ce soir et de vous présenter 27 articles à déléguer au maire avec des seuils qui ont été travaillés avec les services. Est-ce que vous avez des remarques ? Je n'en vois pas, donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je note 8 abstentions. Et qui vote pour? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Alors, la délibération suivante sur les instances concerne l'élection des membres du conseil municipal siégeant au centre communal d'action sociale. Je vais passer la parole à monsieur Francis Gosset pour présenter la délibération. Bonsoir à tous. Avant de présenter la délibération, un petit mot sur le CCAS et le pourquoi de cette délibération. À chaque installation d'un nouveau conseil municipal, il y a de facto le renouvellement du conseil d'administration du CCAS. Le CCAS a un statut un peu particulier. C'est un établissement public administratif qui est chargé de mettre en œuvre l'action sociale publique. À la différence des autres services municipaux, il est administré par un conseil d'administration et il dispose donc d'une autonomie juridique et financière. Il a un budget propre voté par le CA et au-delà des obligations légales, il y a des actions facultatives qui sont elles aussi déterminées par le conseil d'administration. C'est pourquoi aujourd'hui, il est procédé au vote de ce conseil d'administration. Donc la délibération, il est demandé au conseil municipal de fixer à 16 le nombre de membres du CA du CCAS, dont 8 élus du conseil municipal, de procéder à l'élection de ces 8 représentants, élection à bulletin secret à la proportionnelle au plus fort reste. Les candidatures, peut-être je les énonce, les candidatures élues, issues du conseil municipal. Donc Francis Gosset, Dorothée Langlin, Jean-Pierre Lavieille-Ville, Frédéric Briot, Marie Venet, Christophe Quint, Christelle Roge, et Thomas Fabre. Je repasse la parole à Cyprien. Bien. Donc cette délibération doit forcément être prise avec un scrutin, un bulletin secret. Je demande par précaution, est-ce qu'il y a une autre liste qui sera présentée ce soir pour cette élection? Je n'en vois pas. Donc on va pouvoir procéder au vote. Je l'appelle. Cyprien Richer. Esteban Garcia. Fatima Descamps. Francis Gosset. Karine Attino. Sylvain Gousseau. Frédéric Briot, pouvoir Francis Gosset. Aymeric André. Pauline Vandelage. Laurent Renouf. Jean-Pierre Lavieille-Ville. Rabat Gomran. Elisabeth Croquette. Thierry Libert. Christine de Coninck. Alain Houzeau. Peggy Boveras. Marion Cailleret. Christophe Quint. Geoffroy Timély. Natacha Pastoukov. Marie Collinet.
Dorothée Langlin. Marie Venet, pouvoir Cyprien Richer. Hop. Thibaut Maraquin. Didier Parzi. Martine de Muys. Véronique Dolveld. Christelle Roge. Mélanie Klungsmann. Maxime Bonte. Nicolas Bré et Thomas Fabre. Il nous faut 2 assesseurs. Est-ce qu'il y a des assesseurs dans la salle? Monsieur Parzi. Jean-Pierre, Monsieur Lavieille-Ville. Allez. La liste. 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 La liste.
La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. Et la liste. Unanimité. Et la liste. Bien, merci aux assesseurs. Donc les résultats du scrutin donnent donc 33 votants, 33 exprimés et 33 votes pour. La liste au CCAS est donc adoptée. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération suivante, l'élection des délégués. Monsieur le maire, on a une intervention sur le CCAS, s'il vous plaît. Ah, pardon. Après le vote ? Oui, ok. Allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, de nombreux Andrésiens, qu'ils soient en logement social ou en recherche de logement, nous ont fait part des difficultés dans leurs échanges avec leurs bailleurs. Par ailleurs, certaines personnes âgées ont exprimé un sentiment d'isolement force à des demandes restées sans réponse. Pourriez-vous nous indiquer quelle est votre stratégie afin que le CCAS puisse répondre à ces demandes ? Et si des moyens supplémentaires pourraient être mobilisés pour faire face à l'augmentation des besoins ? Notre groupe siégera au CCAS et se tient à la disposition de tous les Andrésiens pour relayer les situations rencontrées, accompagner les habitants et travailler dans l'intérêt de l'ensemble des administrés. Merci de votre intervention. Merci de votre intervention et de votre participation au CCAS qui sera bien utile. Je peut-être laisser la parole à M. Gossier. Oui, là, je ne peux pas vous répondre précisément. On va construire ça ensemble, d'ailleurs. Ça fait effectivement partie des prérogatives du CCAS, la question du logement. On ne l'a pas énoncé. Dans les conseillers municipaux, il y a un conseiller municipal qui est délégué au logement, Monsieur Lavierville. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel on va intervenir très rapidement, mais là, c'est le conseil d'administration qui déterminera aussi la politique générale du CCAS. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Tout ça va se mettre en œuvre, en tout cas par rapport au diagnostic que vous avez dressé d'ailleurs pendant votre campagne et que nous avons dressé pendant notre campagne. Il a bien été mentionné le fait d'avoir une intervention en tant que médiation, en tant que soutien, accompagnement sur des sujets de logement et notamment vis-à-vis des bailleurs. On a un vrai sujet de mise en dialogue, on a un vrai sujet d'écoute et de réponse aux besoins pour les locataires à Saint-André. Et ça reste un sujet pour nous qui est extrêmement important, d'où l'idée effectivement d'avoir, au-delà du rôle d'adjoint social, un rôle de conseiller délégué sur les sujets de logement. Voilà, donc on est pleinement conscient et on va être pleinement actif dans cette stratégie. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, du coup, je vais passer à la délibération suivante. La délibération suivante sur l'élection des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal au CIVOM Alliance Nord-Ouest.
Donc, la ville de Saint-André est adhérente au CIVOM depuis longtemps, depuis les années 80. Et vu les statuts du CIVOM Alliance Nord-Ouest, la commune de Saint-André est représentée au comité syndical par 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants. Donc, à l'occasion du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner les nouveaux délégués. J'en profite pour signaler qu'on a proposé, comme pour le vote sur le CCAS, d'avoir une liste unique, avec des conseillers municipaux de la minorité. Et j'en profite pour dire un mot sur le CIVOM. Le CIVOM est une instance intercommunale, une instance syndicale, qui est présent dans la métropole depuis très longtemps et qui a survécu à plusieurs réformes territoriales, notamment une en 2016 qui prévoyait d'éviter de multiplier les millefeuilles et notamment des structures intercommunales à l'intérieur de structures intercommunales comme la métropole européenne de Lille. De ce point de vue-là, ma présence au CIVOM au mandat précédent a été marquée par pas mal de perplexité sur l'intérêt de maintenir cette structure. Cette perplexité, je la partage toujours, je n'ai pas changé d'avis. Et donc, il va être important pour nous de regarder dans quel contexte s'établit ce nouveau mandat du CIVOM et de réfléchir sans précipitation, mais de réfléchir très collectivement à une éventuelle sortie du CIVOM si les conditions sont réunies. On a eu la possibilité d'avoir un audit au mandat précédent qui nous a permis d'établir plus précisément quels étaient les coûts et les bénéfices du CIVOM pour la ville de Saint-André. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu les idées claires sur les possibilités que l'on peut avoir de rester ou de sortir du CIVOM. Donc on va prendre le temps d'avoir cette décision-là, on va discuter avec le nouvel exécutif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne briguera pas de poste de vice-présidence en cohérence avec cette position-là. Et on s'attachera à regarder de près, effectivement, quelles sont les compétences qu'on peut conserver en restant soit dans le CIVOM, soit en étant à l'extérieur du CIVOM, parce qu'on peut aussi continuer à bénéficier d'un certain nombre de compétences sans être au sein du CIVOM. Voilà, donc l'idée globalement en fait qu'on a toujours défendue, c'est pas rajouter du millefeuille au millefeuille et d'essayer d'avoir une action publique efficace avec nos voisins, partenariale, coopérative, mais qui ne nécessite pas forcément une structure politique avec 40 ou 50 élus pour pouvoir gérer des affaires en commun. Et d'ailleurs, les maires du secteur, même si je ne partage pas complètement les projets, nous ne partageons pas complètement les projets qui ont été portés dans ce cadre-là, mais ont trouvé des modalités d'entente et de coopération qui ont permis de mener des projets en commun sans passer par des structures syndicales ou intercommunales particulières. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Monsieur Bourte ? Monsieur le maire, chers collègues, je crois qu'au fond, nous pouvons tous partir d'un même constat. Le CIVOM soulève aujourd'hui des vraies questions sur son fonctionnement, sa lisibilité, sa dynamique. C'est un débat légitime, mais ce débat mérite d'être mené avec mesure, comme vous l'avez dit, monsieur le maire. Il ne s'agit pas d'une structure anecdotique ou accessoire. Le CIVOM, c'est pas rien. C'est une structure de coopération entre une dizaine de communes, communes voisines de l'Ouest métropolitain, sur un bassin d'environ 100 000 habitants. Donc une échelle bien plus proche et plus lisible que celle de la MEL. Cette échelle intermédiaire, elle a du sens. Elle permet de travailler entre communes voisines sur des sujets concrets, avec davantage de proximité et de réactivité. Et même ralenti, je vous l'accorde, le CIVOM continue d'exister à travers des champs d'action bien identifiés. L'emploi et l'insertion, les services civiques, l'urbanisme, l'archive communale, l'action gérontologique, le développement durable. Sur le CIVOM, notre position est simple. Nous sommes plutôt favorables à cette instance, mais une condition claire, celle de sa redynamisation. Je pense d'ailleurs que nous pouvons sans doute nous retrouver sur un point.
C'est légitime d'étudier son coût, son fonctionnement actuel et les bénéfices qu'il apporte réellement aujourd'hui. Mais il faut aller au bout du raisonnement. Il faut aussi mesurer que cette instance pourrait redevenir demain, à condition de lui redonner un cap, une ambition, une utilité concrète. Autrement dit, on ne parle pas d'un outil vide, mais d'un outil qui a encore une base, encore une utilité et surtout un potentiel. Cela a un coût, personne ne le nie. Mais une collectivité sérieuse ne juge pas seulement une structure à sa ligne budgétaire, elle regarde aussi ce qu'elle permet en matière de mutualisation, de coordination, d'ingénierie commune et même d'anticipation pour l'avenir. La vraie question n'est donc pas seulement combien cela coûte, la vraie question c'est aussi que perdrait-on sans cette instance et que pourrait-on gagner en la transformant ? Et c'est là, je crois, que le débat doit être honnête. On peut avoir critiqué le Sivom hier, on peut avoir considéré lorsqu'on était dans l'opposition qu'il était trop peu dynamique, trop coûteux ou insuffisamment lisible. Très bien. Mais lorsqu'on exerce aujourd'hui des responsabilités, on ne peut pas simplement reprendre ce constat sans rien en faire. Si cette instance doit changer, alors c'est justement le moment d'agir pour la transformer. Autrement dit, si l'on estime qu'elle fonctionne imparfaitement, cela ne plaide pas forcément pour son effacement. Cela peut aussi plaider pour son amélioration. Et nous pensons que c'est la voie la plus utile. Notre position est donc claire. Oui, il faut regarder lucidement le coût et les bénéfices actuels. Oui, il faut aussi évaluer les bénéfices futurs possibles. Et oui, s'il y a une volonté politique, cette instance peut redevenir un vrai levier de coopération entre nos communes, nous et nos voisins. Pour notre part, nous préférerons une logique d'amélioration à une logique d'abandon. Nous préférerons redonner un sens à un outil existant, plutôt que de considérer trop vite qu'il n'y a plus d'intérêt. Et nous pensons qu'entre la commune seule et la MEL, à très grande échelle, il y a justement une place pour une coopération intercommunale de proximité, à condition qu'elle soit utile, active et clairement orientée vers les besoins des habitants. Bien, je vous remercie. Donc on partage l'idée effectivement d'avoir un diagnostic plus précis sur le Sivom. Et je partage globalement votre discours, mais il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question du potentiel et de la valorisation du Sivom. En fait, le champ des compétences rend très compliqué le fait d'élargir le champ des compétences du Sivom, qui s'est beaucoup amoindri ces dernières années, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de doublon avec la métropole. Donc en fait, c'est assez difficile d'imaginer aujourd'hui que le Sivom pourrait arriver à avoir plus de compétences ou avoir un registre d'action plus étendu. On est déjà sur des limites de compétences qui sont extrêmement confuses, notamment sur le champ du tourisme ou sur ce champ-là, sur lequel les métropoles sont amenées à reprendre un certain nombre de compétences. Et puis on a un gros dossier, ce qui nous amène à ne pas brusquer les choses, qui reste l'EHPAD, géré par le Sivom, dont l'audit avait mentionné le fait que c'était pas complètement dans les clous de pouvoir gérer un EHPAD. Et donc du coup, en fait, on est plutôt, au fur et à mesure de la réorganisation et de la mise à plat d'un certain nombre de compétences, on est plutôt sur un amaigrissement progressif des compétences. Et je vois pas comment on pourrait aller, à moins d'avoir un changement institutionnel qui nous dise on peut faire des intercommunalités dans des intercommunalités, je vois pas très bien comment on pourrait renverser la tendance. Et puis l'autre amaigrissement qui existe au Sivom, c'est l'amaigrissement du nombre de communes. Aujourd'hui, la Madeleine n'en fait plus partie depuis un certain temps, Lambersart non plus, il y a d'autres communes qui ont quitté le Sivom. Peut-être d'ailleurs, on aura peut-être d'autres vagues de départ de communes. Donc en fait, ce champ de coopération, il est quand même de plus en plus étriqué. L'idéal, et je plaiderai finalement dans cette démarche-là, l'idéal c'est d'être en dialogue avec le Sivom pour essayer de transformer. Moi je pense qu'il faut passer par une suppression, c'est mon point de vue et je peux entendre qu'il y ait d'autres avis et qu'on le fasse évoluer, de transformer le Sivom, de dissoudre ce syndicat qui avait un objectif qui n'est plus celui qui est aujourd'hui, et de travailler effectivement à une reprise, à une organisation des services aujourd'hui qui existe au sein de cette structure de la manière la plus coopérative, les plus intelligente possible. C'est pas parce qu'on se passe du Sivom qu'on se passe d'une coopération et d'une mutualisation avec nos voisins.
Voilà, donc c'est un peu le principe. Maintenant, voilà, il y a sûrement plein d'intérêts bons et mauvais de maintenir le CIVOM. On en discutera et on essaiera d'avancer là-dessus. En tout cas, pour l'instant, voilà, on reste dans un questionnement sur l'utilité de cet outil. Merci. Alors du coup, je vais passer au vote. Alors je vous propose un vote. Alors est-ce qu'il y a une autre liste que celle que je vais vous présenter, que je ne vous ai pas présentée? Donc on a une liste avec 5 candidats de la majorité, 2 candidats de la minorité en tant que titulaires et en tant que suppléants. Donc sur la liste de titulaires, Cyprien Richer, Elisabeth Croquette, Esteban Garcia, Francis Gosset, Marie Collinet, Maxime Bond, Thomas Fabre. En suppléant, Alain Houzeau, Jean-Pierre Lavieille-Ville, Marie Venet, Peggy Boveras, Geoffroy Timelli, Nicolas Bray et Martine Demuys. Alors, est-ce qu'il y a une autre liste? Je n'en vois pas. Et je vais vous proposer un vote à main levée. Qui est contre un vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Jusqu'au bout? Ok, donc on peut faire un vote à main levée. Donc je mets au vote l'élection des délégués titulaires et suppléants au CIVOM. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Les élections des délégués sont approuvées à l'unanimité. Alors, nous allons passer aux délibérations finances. On a une délibération finance sur le règlement budgétaire et financier et je vais laisser la parole à Natacha Pastoukov pour présenter la délibération. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, la nomenclature M57 impose la rédaction et l'adoption par délibération d'un règlement budgétaire et financier. Ce document doit obligatoirement prévoir les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement y afférentes, les règles de caducité et d'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, ainsi que les modalités d'information de l'Assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Un règlement budgétaire et financier doit être adopté suite au renouvellement de l'Assemblée délibérante et avant la première délibération budgétaire suivant le renouvellement. Vous avez eu le dit projet de règlement avec l'envoi du Conseil. Merci, Madame Pastoukov. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Merci. Alors, on a du coup la gestion de la pluriannualité dans ce plan financier. Vous aviez, dans le cadre, on va fermer ça, dans le cadre de la présente mandature, beaucoup interpellé la majorité présente sur la question du PPI. Est-ce que vous vous engagez à présenter un PPI? Et si oui, dans quel délai? Oui, on fournira un PPI, évidemment. Alors dans quel délai? Ça sera fin d'année, début d'année prochaine, au moment du renouvellement budgétaire, puisque là on est obligé de travailler sur un budget qu'on n'a pas préparé, voilà, qu'on hérite, sur lequel on peut faire intervenir certaines modifications, et notamment sur la séance du conseil municipal de juin, avec la possibilité d'avoir un budget supplémentaire. Ceci dit, effectivement, on prendra le temps de construire un plan pluriannuel d'investissement, comme je l'ai indiqué juste avant, et notamment avec les différents partenaires pour essayer de prioriser, de trouver des indicateurs pour essayer de mettre en avant en fait un échéancier, un phasage sur la rénovation de nos équipements publics. Donc oui, il y aura un plan pluriannuel d'investissement et on aura l'occasion d'en reparler. Merci. Du coup, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? 8 abstentions, on les note. Et qui vote pour? Cette délibération est adoptée. À la majorité. Abstention. Bien, on va passer aux délibérations concernant les ressources humaines. Et je vais passer la parole à Madame Fatima Descamps sur la délibération de création d'un emploi de collaborateur de cabinet. Merci Monsieur le maire, chers collègues. La présente délibération a donc pour objet la création d'un emploi de collaborateur de cabinet. Ce recrutement s'inscrit dans le respect des dispositions du Code général de la fonction publique qui autorise les communes de moins de 20 000 habitants à disposer d'un seul emploi de collaborateur de cabinet. Ce dernier est un agent librement recruté par l'autorité territoriale et il exerce à ce titre plusieurs missions telles que d'assister, de conseiller, de relayer et représenter l'autorité territoriale. Il peut participer à l'élaboration de la stratégie de la collectivité et préparer les décisions de l'autorité territoriale, d'assurer la liaison entre l'autorité territoriale et l'administration, les assemblées ou les organes politiques compétents, ainsi que les organismes extérieurs. Il est ainsi proposé d'approuver cette délibération. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Monsieur Fabre. Donc on avait une première question, mais auquel Madame l'adjointe vous avez répondu, pour savoir si c'était un poste, le poste existant de direction de cabinet ou c'était la création d'un second poste de collaborateur de cabinet. Donc vous avez répondu que c'était le même. Il nous semble quand même important de lever une information publique dans le cadre des échanges qui sont les nôtres. Donc vous avez décidé, Monsieur le maire, de recruter votre ami politique, Monsieur Lebé, comme directeur de cabinet. Notre groupe s'interroge fortement sur ce profil pour le poste. Monsieur Lebé ne dispose ni d'expérience dans le domaine de la collaboration politique, ni de parcours au sein de services publics, alors même qu'il s'agit d'une fonction particulièrement stratégique. Dans ce contexte, nous interrogeons légitimement sur la nature de ce recrutement. Ce poste ne peut être une nomination de convenance, ni un recrutement en échange de services rendus. Par exemple, ne pas être candidat aux élections municipales, ou un passe-plat politique financé par l'argent public. Rappelons que la rémunération du directeur de cabinet du maire s'entendrait peut approcher les 5 000 €, quand même, je précise. Nous appelons donc à la plus grande vigilance. Saint-André ne doit pas devenir la République des copains. Nous devons rester pleinement attachés à une gestion exemplaire et à une démocratie irréprochable. Je vous remercie. Monsieur Fabre, vous venez de faire votre premier dérapage en conseil municipal. Vos propos sont assez scandaleux, assez honteux. Vous n'avez pas à juger de la cohérence des recrutements. Je n'ai pas à vous demander votre avis sur la cohérence et sur la compétence des personnes que je recrute, qui plus est le poste de cabinet, qui est un poste de confiance auprès du maire. Et vous ne connaissez pas non plus les compétences qui sont requises finalement pour cet emploi. Donc je trouve vos propos pas de nature à apaiser les débats et je trouve que le fait de cibler personnellement et directement un agent et une personne qui est recrutée au sein de nos services est franchement honteux. Voilà. Je trouve que vous dépassez les bornes et vous n'avez pas à vous exprimer comme ça sur un agent. Voilà. Je vous remercie de cette intervention déplacée. Je vais passer donc cette délibération au vote. Qui vote contre? Je note 8 votes contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Cette délibération est adoptée. Je vais repasser la parole à Madame Descamps sur la deuxième délibération RH par rapport à la création d'un comité social territorial. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc, cette délibération a pour objet la création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS de Saint-André. Le comité social territorial est une instance de dialogue social, un lieu central d'échange et de concertation sur l'organisation des services, les conditions de travail et les ressources humaines.
Conformément au Code général de la fonction publique, il est possible de mettre en place un comité social territorial entre la commune et le CCAS dès lors que l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents au 1er janvier 2026. L'intérêt de cette création commune est de faciliter le fonctionnement entre les deux collectivités. Il pourra être installé à l'issue du renouvellement des représentants du personnel prévu à la fin de l'année. Il est donc proposé de nous prononcer sur la création de cette instance commune. Bien. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette instance ? Je n'en vois pas. Je vais mettre donc la délibération au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je note 8 abstentions. Et qui vote pour ? Cette délibération est adoptée. Nous allons passer aux délibérations suivantes. Donc deux délibérations qui se suivent, qui permettent de déterminer les montants des indemnités. Ah oui. Ouais. Ok. Donc on a une première délibération sur le montant des indemnités, des taux applicables aux indemnités de fonction des élus locaux dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. Donc l'article 21-23-7 du Code général des collectivités territoriales précise que les fonctions d'élu local s'exercent gratuitement. Toutefois, ce même code prévoit que les élus peuvent percevoir des indemnités de fonction dont les montants et les conditions d'attribution varient selon le mandat exercé et la taille de la collectivité. C'est l'Assemblée délibérante qui détermine les conditions et les limites fixées par les textes, le montant de ces indemnités octroyées en contrepartie de l'exercice effectif des fonctions. Il s'agit d'une dépense obligatoire pour la collectivité. Les indemnités de fonction sont fixées par le Code général des collectivités territoriales et calculées sur la base de l'indice brut terminal de la fonction publique, d'un pourcentage variant selon la population de la collectivité et le type de collectivité. Pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants, les taux maxi sont les suivants. Le maire, 67,6%, les adjoints, 28,6%. Ces taux permettent de déterminer une enveloppe globale à ne pas dépasser. Pour Saint-André, le taux maxi est de 325% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Indice brut 1027, indice majoré 835. Les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité dans les limites suivantes, dans la limite de l'enveloppe globale, c'est-à-dire l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. L'indemnisation peut être soit en la seule qualité de conseiller municipal de 6% maximum de l'indice brut terminal de la fonction publique. Tout le monde suit ? Oui. Soit au titre d'une délégation de fonction, étant entendu qu'elle n'est pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal. Dans ces deux cas, l'indemnité doit répondre à deux critères. Elle ne peut être supérieure à celle du maire ou des adjoints. Elle doit s'inscrire dans l'enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et adjoints. L'indemnité de fonction ne présente le caractère ni d'un salaire ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Il faut préciser que l'indemnité du maire est versée de droit et sans débat au maximum. Et, ouais, toutefois, le maire peut, à son libre choix, soit toucher de plein droit l'intégralité de l'indemnité de fonction prévue, soit demander à ne pas en bénéficier. Le conseil municipal peut alors fixer un montant inférieur. Les indemnités des adjoints et conseillers municipaux peuvent être versées à compter de la date d'exécution de la délibération fixant le taux des indemnités. Il est donc proposé de fixer l'indemnité du maire à 63,85% de l'indice brut terminal, l'indemnité d'un adjoint ayant reçu délégation à 17,40%, l'indemnité d'un conseiller municipal à 10%, délégué à 10%, l'indemnité d'un conseiller municipal à 1,03% de l'indice brut terminal.
De plus, il convient de préciser qu'une erreur matérielle a été relevée dans les visas. La référence aux arrêtés de délégation doit être supprimée car ces actes ne sont pas encore intervenus. Il y a une petite erreur technique sur la délibération. Donc, je suis désolé, j'étais un peu long, mais c'était pour préciser effectivement la fixation des indemnités. Donc là, on est dans la fixation des indemnités sur la strate de notre commune, de 10 000 à 19 999 habitants. Et du coup, on a une deuxième délibération qui viendra ensuite et qui permettra d'avoir une majoration parce qu'on est attributaire de la dotation de solidarité urbaine. C'est pour ça qu'on a une délibération sur les indemnités qui se fait en 2 fois. Donc, je vais mettre cette délibération au vote, à moins qu'il y ait des remarques. Alors, ça peut être des remarques aussi sur l'autre délibération qui permet de compléter les indemnités. Est-ce qu'il y a des remarques à ce stade ? Monsieur. Vous voulez qu'on fasse les remarques sur les deux en même temps tout de suite, ou est-ce que vous voulez qu'on attende et qu'on fasse les remarques après ? Faites les remarques après, comme ça tout le monde aura les informations sur l'ensemble des indemnités. Donc, je vous propose de mettre cette délibération au vote après suppression du visa relatif aux arrêtés de délégation. Modalité technique. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Et qui vote pour ? Cette délibération est adoptée à la majorité. Et donc, je passe à la délibération suivante. Donc, la délibération suivante, c'est la majorité des indemnités de fonction des élus municipaux. Les conseils municipaux de certaines communes peuvent, dans les limites bien précises, octroyer des majorations d'indemnités de fonction aux élus. En effet, lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine, il est possible d'appliquer une majoration qui est calculée à partir de l'indemnité octroyée et non du maximum autorisé. Donc on a voté dans un premier temps le montant des indemnités et dans un second temps, on se prononce sur les majorations de la base de ces indemnités après répartition de l'enveloppe. Donc je vais vous passer les calculs, mais on a inscrit sur les délibérations les montants bruts qui permettent d'avoir une idée plus précise. On a toujours demandé d'avoir de la transparence sur les questions de rémunération, donc on se l'applique à nous-mêmes. Généralement, on a souvent des pourcentages, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Donc moi, je vais vous lire les montants bruts. Donc pour le maire, 3 494,25 €. L'indemnité brute. Pour les adjoints, les 9 adjoints, 825,27 €. Pour les 9 conseillers municipaux délégués, 411,05 €. Et pour les conseillers municipaux, 42,34 €. Donc nous sommes dans l'enveloppe avec la majoration liée à la dotation de solidarité urbaine. Donc avant de mettre cette délibération au vote, je vous propose de recueillir vos remarques et questions. Oui, écoutez, merci beaucoup. Donc pour clarifier un petit peu les choses et que ça soit clair pour tout le monde, les rémunérations ne changent pas au-delà de celles des conseillers délégués, dont le nombre est multiplié par 3 et la rémunération multipliée par 2. Si je ne me trompe pas, pour que ça soit clair, parce que comme c'est des sujets de fond en technique avec des chiffres, il faut que chacun se rende compte un petit peu de où on en est. Donc, lors de la campagne municipale, vous aviez promis aux Andrésiens une politique plus éthique, plus proche, plus sincère, moins politicienne, et quel ne fut pas notre étonnement lorsque nous avons découvert cette délibération. Si on remet les choses comme on vient de les citer, avec une multiplication par 3 du nombre de délégués et une multiplication par 2 du nombre de leur indemnité, on conduit à une augmentation de l'enveloppe globale liée à la rémunération des élus de près de 200 000 € sur le montant global du mandat, enfin sur le montant, sur la durée du mandat, soit 28 000 € par an. Nous considérons cette augmentation, si elle est confirmée, qui est totalement disproportionnée. Les conséquences de cette décision n'ont manifestement pas été pleinement mesurées. Dès votre premier conseil municipal, vous proposez de faire supporter aux Andrésiens une hausse significative des indemnités des élus que vous souhaitez augmenter, donc je l'ai dit, le nombre x3 les conseillers délégués, c'est votre choix politique, et de doubler leur rémunération. Ça, c'est un signal qui est par contre, à notre sens, extrêmement négatif.
Ce que vont percevoir les habitants, c'est une majorité qui commence son mandat en augmentant ses propres indemnités, dans un contexte où chacun est attentif à l'utilisation de l'argent public. Donc nous vous appelons solennellement, monsieur le maire, l'équipe majoritaire, à revenir sur cette décision, et nous appelons également l'ensemble des conseillers municipaux à faire preuve de responsabilité et à proposer un retour en arrière à un niveau d'indemnisation comparable à celui du précédent mandat. Car au-delà des chiffres, c'est une question de message politique, vous en parliez tout à l'heure, et d'exemplarité. Et vous avez passé le précédent mandat à critiquer sans cesse la DS7 de madame la maire Elisabeth Mas, mais on n'est pas très loin ici. À l'heure où vous avez fait le choix de la démocratie citoyenne et vous en avez fait un axe fort, cette décision donne malheureusement le sentiment inverse. Et d'ailleurs, vous nous avez accusé, ça va pas vous plaire, mais d'être d'extrême gauche, et vous avez dit oui, c'est pas les bons termes, c'est pas vrai, on n'est pas extrême gauche. Effectivement, c'est sans doute vrai. Ici, on sent plus la gauche caviar, ça aurait été plus juste. De celle qui sert d'abord ses propres intérêts et celle de ses copains avant de penser aux autres. Donc cette décision nous semble lamentable, désolant, et nous vous proposons de revenir en arrière. Monsieur le maire, merci. Bon, on avait quelques doutes sur le positionnement des minorités ou sur votre positionnement, Monsieur Fabre, avant de débuter ce conseil municipal-là, pour savoir si vous alliez être dans une position de minorité. Comme vous l'aviez dit d'ailleurs au conseil d'installation, de travail, en tout cas de collaboration, on s'est rendu compte assez vite que on se rend compte assez vite que c'est pas le cas et que vos propos sont particulièrement excessifs. J'avoue que le calcul n'a pas été fait, l'enveloppe globale n'était pas dépensée intégralement au mandat précédent. Ceci dit, nous avons fait le choix d'une démarche et d'une mise en œuvre collective des moyens et d'impliquer un maximum de conseillers municipaux avec des adjoints et des conseillers municipaux délégués avec des indemnités qui reflètent la hauteur de leur engagement. Et on a prévu effectivement dans le mandat d'avoir une implication très large du conseil municipal et de ne pas se contenter d'avoir un conseil municipal avec seulement avec un nombre limité quelque part de personnes impliquées. Donc effectivement c'est un changement par rapport au mandat précédent, c'est un changement que nous assumons et qui nous permet aussi d'avancer. On a beaucoup de personnes qui vont être obligées de prendre des dispositions horaires par rapport à leur temps de travail. Et ben c'est des choses qui se comptent aussi. Il y a eu une réforme du statut de l'élu local qui a aussi mis en évidence le besoin d'avoir des indemnités à la hauteur de l'engagement des élus. Moi je pense personnellement que c'est pas sur ces aspects-là, sur le fait de donner 400 € à un conseiller municipal délégué au logement, au sport ou à la culture, que nous devrions faire des économies de fonctionnement au sein de notre collectivité. Et soyez assurés que des économies de fonctionnement à travers les DS7 et autres, nous en trouverons largement à produire et on pourra être jugé sur les chiffres. En tout cas, l'engagement était vraiment très important pour nous d'avoir un collectif qui soit engagé avec des délégations plus importantes par rapport au mandat précédent. Du coup, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais mettre cette délibération au vote. En précisant, je mets au vote cette délibération après suppression du visa relatif aux arrêtés de délégation. Donc, je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient et qui vote pour. Donc cette délibération est adoptée. Cette délibération est donc adoptée à la majorité. Merci. Nous allons passer à l'avant-dernière délibération sur la commande publique, la désignation des membres de la commission appel d'offres. Et je vais passer la parole, peut-être le micro, à monsieur Aymeric André. Oui. Bonsoir tout le monde. On vous propose une délibération qui concerne la commission d'appel d'offres. Donc, pour rappel, dans le cadre de ces procédures obligatoires liées à la commande publique, la ville doit désigner les membres d'une commission d'appel d'offres, la CAO. On vous propose de désigner des membres titulaires et des membres suppléants pour cette CAO.
Cette commission d'appel d'offres, quel sera son rôle? On la consultera pour émettre un avis sur les marchés, notamment pour examiner les candidatures, examiner les offres, attribuer les marchés. Elle pourra aussi déclarer des procédures infructueuses. Ce code de la commande publique précise que ça concerne les marchés publics à procédure formalisée. Ça veut dire que ça concerne que certains des marchés au-delà des seuils légaux qui sont actuellement fixés. Pour les marchés de fournitures et de services à 216 000 €, on parle de montant hors taxe pour les fournitures et services, et de 5 404 000 € hors taxe pour ce qui est des marchés de travaux. On vous propose de désigner une commission avec 5 membres titulaires, 5 membres suppléants. La liste pour les 5 membres titulaires comporte Émeric André, Dorothée Langlin, Pauline Vandolag, Natacha Pastoukov et Nicolas Bray. Et pour ce qui est des 5 candidats suppléants, Karine Attino, Thibaut Maraquin, Esteban Garcia, Thierry Libert et Martine Demuys. Bien. Tu prends la suite? Merci, Monsieur André. Alors, on va passer au vote. Est-ce que il y a d'autres listes? Posez la question. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Je n'en vois pas. Je propose que le vote se fasse à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le vote peut se faire à main levée. Merci pour ce formalisme. Donc, je mets cette délibération au vote sur la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Nous avons une dernière délibération relative au service petite enfance avec une demande d'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche Little Poupon. Et je vais proposer à Madame Marion Cailleret de présenter cette délibération. Merci. Alors bonjour à tous. Donc il s'agit d'un projet de délibération, enfin d'une délibération sur un avis préalable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant relatif au projet de création de la microcrèche Little Poupon à Saint-André. Donc je rappelle, depuis le 18 décembre 2023, la loi 2023-1196 institue les collectivités de plus de 3500 habitants autorité organisatrice de la petite enfance sur leur territoire. Donc la ville a un rôle central dans le recensement, l'organisation et l'encadrement de l'accueil de la petite enfance. Est-ce que je rappelle le texte ou est-ce que... Lequel? Celui que j'ai là. Je vais y aller gaiement. Donc tout projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3e paragraphe du grand 1 de l'article L 214-1-3 du Code de l'action sociale et des familles. Donc, je rappelle le taux de couverture. Le taux de couverture sur la ville, tout mode de garde confondu, est de 82,1%. Le taux de couverture en établissement d'accueil du jeune enfant est de 37,2%, soit 136 places en accueil collectif pour un besoin qui est estimé à 465 enfants. C'est donc dans ce cadre que Madame Agathe Butruil, qui représente la société Little Poupon, a sollicité la ville de Saint-André en qualité d'autorité organisatrice, afin de recueillir un avis préalable favorable pour un projet de création d'établissement d'accueil du jeune enfant. Il s'agit donc d'une microcrèche avec une capacité d'accueil de 12 places. Elle sera située au 65 rue du Maréchal Delattre de Tassigny. La demande a été accompagnée du projet d'établissement. Et donc, compte tenu du taux de couverture du besoin d'accueil sur la ville tel que présenté dans les orientations de la Convention territoriale globale de 2023-2026 contractualisée avec la CAF du Nord, le projet présenté par Little Poupon répond à un besoin sur le territoire andrésien.
Voilà, il est donc proposé de rendre un avis favorable relatif au projet dont l'autorité organisatrice, c'est-à-dire la ville, a été saisie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Je n'en vois pas. Du coup, je vais mettre cette délibération au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le conseil municipal touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous le 27 avril pour le lundi 27 avril pour le prochain conseil municipal qui permettra de compléter les délibérations sur les instances et les commissions municipales. Et je vous invite à un verre de l'amitié par la suite dans la salle attenante au conseil. Merci de votre attention et bonne soirée.